Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue notre tour d'Europe des actions value. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener value pour l'Italie. Donc on est sur une sélection d'industries dans laquelle j'enlève, comme d'habitude, les financières, les pharmaceutiques, l'automobile, les rates, et voilà, c'est quand même une bonne sélection d'industries. On se met sur les entreprises italiennes cotées en Italie. Ensuite, on prend des market cap de 200 millions d'euros minimum pour éviter les dossiers trop peu liquides et sur lesquels on n'a pas beaucoup d'informations. Un critère de solidité du bilan avec 3 fois la dette nette sur EBITDA, ce qui est un ratio, on va dire, commun pour au-delà de 3 fois, les entreprises sont considérées comme étant un peu trop endettées dans la littérature. Ensuite, un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA en dessous de 7. Pourquoi valeur d'entreprise sur EBITDA ? Parce que déjà ça inclut la dette, donc ça c'est bien pour pouvoir être sûr d'avoir une entreprise valorisée par rapport à tous les moyens qu'elle investit. Et ensuite, par rapport à l'EBITDA, parce que l'EBITDA aussi, ça exclut les effets des dépréciations et amortissements qui sont complètement différentes en fonction des industries. Donc ça permet de comparer tout type d'industrie entre elles. Et on va se mettre un critère de qualité avec le rendement des capitaux investis à 7%. Donc il faut qu'une entreprise soit rentable à 7%. Si on avait été aux US, j'aurais mis 10%, mais dans le ROIC, on se rappelle que c'est le NOPAT, Net Operating Profit After Tax, c'est-à-dire que ça inclut le taux d'imposition, et donc c'est plus élevé en Europe qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'on va se mettre du 7%, ce qui est tout à fait raisonnable. On y va avec cette sélection. Hop, comme d'habitude on enlève le prix, ça n'a aucun intérêt le prix pour une action, ce qui compte c'est ce qu'on va voir ici. Alors, on a les différentes colonnes, le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, parce qu'on n'a pas l'info en euros ici, mais c'est à peu près équivalent. On a la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, plusieurs multiples de flux, donc le multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA, le multiple de bénéfice, de prix sur le ratio court-bénéfice, le ratio court-free cash flow, des éléments de cherté un multiple de valorisation du bilan. Ça nous intéressera plutôt pour les financières, mais il n'y en a pas dans cette sélection, ou sur les entreprises qui sont, on va dire, décotées par rapport à leur bilan, mais il n'y en a pas non plus, il y en a une ici, mais on va voir ça de plus près après. On a un rendement des capitaux investis. On a le rendement des fonds propres, mais pareil, le rendement des fonds propres, c'est plutôt pour les financières. L'endettement de la société, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, donc ça inclut les rachats d'actions ou les dilutions, s'il y en a. Les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier la véracité de ce payout ratio. Pour rappel, on paye le dividende avec les free cash flow, mais le payout ratio se mesure par rapport au bénéfice net. Donc il faut bien comparer les deux pour savoir si le dividende est soutenable. On commence tout de suite avec la première société de cette liste, qui est A2A, qui est une société qui opère dans le chauffage urbain. Très bien, ça c'est de l'infrastructure, des bons petits business, un gros business, vu la market cap, de niche on va dire, où en plus on est quasi en monopole. Donc on est sur une utilities, 7 milliards 5 de market cap. Ça, c'est une grosse mid-cap, voire ça commence à être une large cap, on va dire. 12,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. À mon avis, ça inclut de la croissance externe, parce que les infrastructures, c'est pas en croissance à ce niveau-là, même s'il y a des plans d'infrastructures en Italie, je concède, mais à mon avis, on est avec de la croissance externe. En multiple, on est value. On est sur 6,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA et 8,4 en price earning. Les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc il vaut mieux, on va dire, si on veut être puriste, oui, on peut se dire, en fait, il faut valoriser par rapport aux free cash flow. Maintenant, si les free cash flow sont ponctuellement bas à cause de dépenses en capital ponctuellement élevées, c'est pas très grave. Il faut regarder sur la durée. Donc, si vous regardez en spécifique cette société et que vous voulez la valoriser, par prudence, vous pouvez prendre les free cash flow. Maintenant, si les free cash flow dérapent un petit peu temporairement, c'est pas très grave. On a notre multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est en dessous de notre zone value, le price earning également. Donc, je pense que cette société peut se ranger dans la case value. Ensuite, on a vraiment des capitaux investis qui est à 7,8%, donc c'est convenable. Attention qu'il y a un peu de dette, on a 2,9 fois la dette nette sur EBITDA. Donc le dossier est un peu endetté, mais comme c'est de l'infrastructure, comme c'est une utility, on peut accepter ce niveau d'endettement. Comme d'habitude, les utilities, elles ont une visibilité assez forte sur leur cash flow, donc
les banques leur prêtent à des taux d'intérêt qui sont plus attractifs que d'autres sociétés plus cycliques. Donc on peut accepter ce niveau d'endettement. Le rendement de dividende à 4,5%, mais le rendement actionnaire il est à moins 5,80%. Donc il y a de la dilution sur ce dossier. Dommage. Donc on est sur un payout ratio qui est à 37%, mais les free cash flow sont moitié moindres que les bénéfices nets, donc à l'heure actuelle on est plutôt sur 75%. Donc ça partait bien pour A2A, on était sur une valorisation qui était plutôt value, mais d'un point de vue qualitatif, il y a une trop forte dilution à mon avis, et il y a un peu de dette, c'est pas trop gênant pour une utilities, mais voilà, ça rajoute un élément un peu de méfiance sur ce dossier, donc plutôt à l'écart. Ensuite, CESA SPA, on est sur, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du... Et là, même leur site n'est pas très explicite, alors on va aller voir ça, groupe. Ils font... Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils font ça doit être une ESN en fait, c'est ça. Donc voilà, ça doit être un intégrateur de logiciels, ESN. Donc ils sont dans l'IT, alors ils mettent Electronic Equipment, Instrument and Components, donc peut-être qu'ils sont plus dans l'électronique, en tout cas c'est de l'ingénierie on va dire, mais plutôt d'une boîte de conseil. 1,1 milliard de dollars USD market cap, 15,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, à mon avis, il y a un peu de la croissance externe là-dedans. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,8, donc ça c'est dans la zone value, mais les deux autres multiples, ils sont en dehors de la zone value. On préférait être en dessous de 10, donc là c'est un peu cher. On est sur 8% de rendement de capital investi, donc c'est convenable, pas trop de dette au bilan, 0,4 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende à 1,47%, un rendement actionnaire à 2,6%, donc il y a des rachats d'actions sur cette société, avec un payout ratio à 21,3%, donc c'est tout à fait soutenable, surtout que les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc on peut augmenter cette rémunération de l'actionnaire sans problème. Donc c'est un dossier qui m'apparaît être qualitatif, et qui est un peu cher, si on est vraiment pingre, c'est un peu cher. Si on se donne une marge de flexibilité sur les multiples, c'est convenable. C'est ça, ça peut être mis en watchlist pour être creusé plus tard. Ensuite, San Lorenzo, on est sur un constructeur de yachts, donc on est sur le luxe. On est sur 1,1 milliard de dollars US de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est plutôt élevé. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6, un price earning de 10,3, les free cash flow m'ont l'air bas, donc à voir si c'est ponctuel ou structurel. Si on tient compte que des deux autres multiples, on est plutôt value, avec un rendement des capitaux investis à 17,24%, donc on est quality value même. Il n'y a pas de dette au bilan, donc ça renforce la solidité du bilan. Un petit dividende à 3,47%, toujours sympathique, avec un rendement d'actionnaire à 3,6%, donc il y a un peu de rachat d'actions, et le payout ratio à 33%, donc c'est tout à fait soutenable ou pas, parce que on a les free cash flow qui sont plus bas. Donc, au long terme, si les free cash flow reviennent au niveau des bénéfices nets, c'est soutenable, sinon attention. Bon, San Lorenzo, je pense que c'est un bon petit dossier à aller creuser de plus près. Hein, on est sur un secteur qui est quand même un peu cyclique, hein, le luxe, mais on l'a vu avec toutes les entreprises du luxe françaises là, qui dévissent. Mais ça reste intéressant au niveau multiple. Hein, on est légèrement au-dessus de la zone value pour le price earning, mais bon, rien d'inquiétant. Donc pourquoi pas. Ensuite, Comer Industries. On est sur des gaillards qui manufacturent quelque chose. Alors du tracteur. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt une entreprise diversifiée. Ils font en fait c'est la mécanique quoi. Ils produisent des moteurs électriques et tout ce qui est transmission, etc. Donc on est sur de l'industrie. Alors 862 millions de dollars US de market cap, donc une petite mid cap, 26,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est élevé, hein. À voir s'il y a une acquisition. On a 5,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 10,3 en price earning, 8,7 en price free cash flow. Donc, pour moi, on est value, hein, sur ce dossier. Aucun problème. Rendement des capitaux investis, on a 12,4%. Donc, bonne qualité, bonne rentabilité. On a un peu de dette, mais rien d'inquiétant. 0,6 fois la dette nette sur EBITDA. 4,5 en rendement du dividende. 4,45, donc il y a légèrement la dilution, mais rien d'inquiétant. Et on a un payout ratio à 46% qui est plus bas que ça avec les free cash flow. Donc rendement de l'actionnaire complètement soutenable à ce niveau. Donc Comer Industries, moi je pense que ça se met en watchlist. Hein. Ça s'analyse. Hein. Avec ce qu'on voit ici, ça a l'air intéressant. Ensuite, Arnoldo Mondadori. Alors, on est sur un groupe de presse. Bon, secteur très mature. On ne s'attend pas à avoir beaucoup de croissance. Hein, voilà, 1,1% de croissance. On a 600 millions de dollars de market cap.
une valeur d'entreprise sur EBITDA de 4,8, donc ça c'est pas cher payé, 9,6 en price earning, 14,7 en price free cash flow, bon, on est dans ma zone value ici, sans problème. On a un rendement des capitaux investis à 12,8%, donc ça c'est bonne qualité. Attention qu'il y a un peu de dette sur le dossier, 2,6 fois la dette nette sur EBITDA, ça c'est dommage. On a un rendement d'actionnaire à 6,5 avec un rendement du dividende à 6,5 avec un rendement d'actionnaire à 5,4. Donc un peu de dilution sur le dossier. On a un payout ratio à 52%, donc ce niveau de dividende est soutenable. Il va peut-être pas augmenter beaucoup plus, vu que le payout ratio est proche des 50%, et même un peu plus bas que ça en termes de free cash flow. Donc bon, allez analyser de plus près, on est value là-dessus, mais il y a un peu de dette et il y a un peu de dilution. Donc ça c'est à prendre en compte dans l'analyse, mais bon, pourquoi pas. Après c'est pas non plus des métriques qui sont complètement délirantes. RCS Media Group, là on est sur édition multimédia, donc là aussi un groupe de médias, 480 millions de dollars US de market cap, décroissance en rythme annualisé sous 5 ans, donc ça c'est pas bon, il faut éviter les entreprises en décroissance. Donc allez voir plus près, est-ce que la croissance sur les dernières années, sur les 2-3 dernières années repart, dans ce cas-là pourquoi pas, mais sinon vaut mieux être à l'écart. On a 4,1 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 4,9 en price free cash flow. On n'a pas le PE, mais bon, on peut se calculer de tête. On est à 500 millions de market cap. On a 60. On est sur un PE de 12, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, bon, c'est pas si cher payé. On a vraiment des capitaux investis à 11,65% et un peu de dette, 0,6 fois dette nette sur EBITDA, rien de préoccupant à ce niveau. 6,93 en rendement du dividende, 7,80 en rendement de l'actionnaire avec un payout ratio de 58 et les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc c'est soutenable à ce niveau, ce rendement d'actionnaire qui est quand même copieusement élevé, mais il y a de la décroissance sur le dossier. Donc si vous voulez regarder de plus près et que vous voyez que ça revient un petit peu la croissance sur les dernières années, pourquoi pas, mais là sinon ça va être compliqué de maintenir durablement des free cash flow en croissance, et donc il faut pas s'attendre à des miracles sur cette société. Kero Communications, on est sur société de médias et d'édition basée à Milan, ils aiment bien les médias, dis donc. On est à 416 millions de dollars US de market cap, pareil on est en décroissance, donc là il faut aller vérifier aussi s'il y a la croissance qui revient sur les dernières années. On est value sur les multiples, 4,9 en EV sur EBITDA, 4,8 en price to free cash flow. Même une décote sur le bilan à 0,7, donc pourquoi pas, à voir, est-ce qu'il y a du goodwill, s'il y a des écarts d'acquisition, vaut mieux pas en tenir compte, mais si c'est autre chose, c'est d'autres actifs qu'on a, à vérifier, ça peut être intéressant. Rendement d'actionnaire à 7,5, donc c'est correct, un peu de dette, mais rien de grave, à 0,4. On a un rendement du dividende à 5,6%, 9% de rendement d'actionnaire avec un payout ratio de 80%, mais les free cash flow sont au double des bénéfices nets quasiment, donc on est plus proche des 55-60% de payout ratio, c'est soutenable à ce niveau-là. Maintenant on est en décroissance, donc est-ce qu'on va être durablement en décroissance? Si c'est le cas, il vaut mieux éviter le dossier. The Italian Sea Group, donc là on est sur un dossier qui est assez étudié sur FinTwit. On est sur une entreprise qui, alors je sais pas s'ils produisent ou s'ils louent des yachts, je pense que il doit faire les deux. On est sur donc plutôt du luxe, ou plutôt de la plaisance, voilà, leisure products. 347 millions de dollars US de market cap, 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est explosif. À voir si c'est organique ou par croissance externe. Valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,1, donc ça c'est pas cher payé, on est dans notre zone value, on n'a pas le PE qui est calculé, c'est bête, mais on est à 35 millions de résultats nets, 350 millions de market cap, donc on est sur du 10, donc un price earning de 10, on est value avec une croissance comme ça, c'est pas mal. Vraiment les capitaux investis à 14,4, donc en plus on a une croissance ratable, 1,8 fois la dette nette sur EBITDA, un peu de dette, mais c'est pas préoccupant à ce niveau. Un rendement d'actionnaire à 4%, un rendement du dividende à 4%, un rendement d'actionnaire à 5,86%. Donc il y a un peu de rachat d'actions sur le dossier. Attention que les free cash flow sont négatifs. Il faut aller voir si c'est structurel ou conjoncturel. Si c'est conjoncturel, pas de souci. En tout cas, on a payé notre ratio à 58% et le dividende a été payé à crédit. C'est pas un problème grave si c'est ponctuel. Alors, sur ce dossier, c'est intéressant, beaucoup de croissance, des multiples qui sont pas chers, donc des multiples value, donc on est sur de la croissance value qualitative, puisqu'en plus on a un rendement des capitaux investis à 14,4%. Donc pourquoi pas ce petit dossier, un peu de dette mais rien d'insoutenable, et en plus vous avez des rachats d'actions
Bon, voilà. Le problème, c'est les free cash flow, mais vu la croissance explosive qu'ils ont, c'est normal qu'ils fassent des dépenses en capital élevées et que les free cash flow soient négatifs. Moi, ça m'inquiéterait pas tant que ça si c'est ponctuel. Donc, The Italian Sea Group, je comprends pourquoi tout le monde en parle sur FinTwit, mais ça peut être intéressant à creuser de l'autre côté. Italian Exhibition Group. Donc là, on est sur une société qui est spécialisée dans l'événementiel, trade shows, events and congresses, donc voilà, l'événementiel. On est sur 248 millions de dollars US de market cap, 6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est pas mal. Bonne petite croissance sympathique. Valeur entreprise sur EBITDA, on a 5,1, un price earning de 9,3, un price free cash flow de 6,7. On est complètement value sur les multiples ici, donc ça c'est bien. Un rendement des capitaux investis à 13,45%, donc bonne rentabilité opérationnelle, un peu de dette, mais rien de préoccupant, à 1,8 fois la dette nette sur EBITDA, un petit dividende à 1,90%, avec un rendement actionnaire à 2,20, donc on a des rachats d'actions, et on a un payout ratio à 18%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on va pouvoir augmenter tranquillement ce rendement de l'actionnaire, il est très soutenable à ce niveau-là. Un bon petit dossier à aller creuser, Italian Exhibition Group, petite small cap italienne, voilà, sur un secteur plutôt niche. C'est pas un gros marché, mais c'est pas un gros marché en croissance non plus, mais bon, une fois qu'on a établi ces réseaux dans ce genre d'industrie, on a facilement une situation d'avantage compétitif, donc pourquoi pas, ça ressemble à du GL Events en France, mais je pense que les multiples sont beaucoup plus intéressants ici. D'excellence, on est sur des meubles, voilà, tout ce qui est household durables, donc des meubles, du design, etc. On est sur 247 millions de dollars US de market cap. Il n'y a pas la croissance qui est affichée ici, donc il faut aller creuser, mais je pense qu'il y a de la croissance sur ce dossier-là. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,3, un price earning de 9,2, un price cash flow de 6. On est complètement value sur ce dossier. Rendement des capitaux investis à 7,3, donc c'est convenable, rien d'exceptionnel, mais c'est convenable. Une dette nette sur EBITDA de 1,7 fois. Rien de préoccupant à ce stade, il n'y a pas de dividende de versé, en tout cas d'après Coifin, et il y a un rendement d'actionnaire à 0,62. Donc est-ce que la société rachète ses actions? Possible, sans verser de dividende, c'est possible. Donc elle a les moyens en plus, à mon avis, de faire ses rachats d'actions. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection? Si on est value, et on est value, puisqu'on est sur le screener value, je pense qu'il vaut mieux regarder Comer Industries, qui a l'air pas mal, en termes de multiples, en termes de qualité et de solidité du bilan. On peut aller regarder Arnoldo Mondadori aussi. Pareil, Bon, il y a un peu de dette. Allez, mettons-le à l'écart parce qu'il y a un peu de dette. Les sociétés en décroissance, on va éviter. On peut regarder Italian Sea Group, qui coche beaucoup de cases. Croissance, qualité, multiples bas. Le seul bémol, c'est les free cash flow négatifs, mais bon, ça c'est pas un gros bémol si c'est ponctuel. Italian Exhibition Group, intéressant également, et bien d'excellence aussi, c'est pas mal. Donc là, il y a quand même une bonne petite liste à aller creuser, parce qu'il y a des multiples qui sont intéressants à ce niveau-là. J'espère que cette revue des entreprises value italiennes vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.